Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, nous avons donc beaucoup parlé de la question de la catégorisation des couleurs. Et je voudrais commencer par un bilan de ce que nous avons dit à ce propos, qui était rapide. Les études sur la question de la catégorisation des couleurs, vous l'avez vu, sont assez complexes. Mais ce qui est important pour notre propos, ce sont deux choses. D'une part, que vous ayez la connaissance du fait que ce problème de la catégorisation des couleurs a joué un rôle important historiquement dans la construction du concept de catégorisation en linguistique cognitive, et par ailleurs de comprendre pourquoi tel est le cas, c'est-à-dire pourquoi la catégorisation de la couleur a joué un rôle si important. Eh bien, je le rappelle, c'est d'abord parce que la catégorisation des couleurs donne un cas presque parfait de situation dans lequel le monde externe n'est pas découpé, puisqu'il y a donc un continuum de longueur d'onde dans le passage d'une couleur à l'autre, et que les langues, elles, obligent à un découpage. Donc la question est de savoir si notre façon de catégoriser les couleurs provient des catégories de notre langue ou des catégories du monde et de notre système cognitif. Ce que l'on a vu à partir des études les plus classiques sur la question, c'est que les paramètres linguistiques ne sont pas complètement arbitraires, mais qu'ils sont conditionnés par des propriétés corporelles cognitives, le système de la perception visuelle, parce que, et ça, l'étude de Berlin et Kay, les études de Berlin et Kay le mettent bien en valeur, les études de Roche également, le fait qu'il existe des couleurs focales, le fait que certaines couleurs reviennent toujours dans les langues, montre qu'il y a dans la relation que notre système cognitif nous permet par rapport à notre environnement, une importance de certaines couleurs par rapport à d'autres, quelles que soient les langues. Par ailleurs, et c'est une notion qui ouvre la voie et qui, disons, approfondit la notion antérieure déjà de typicalité. Il y a des échantillons de couleurs qui sont de meilleurs représentants de la catégorie que d'autres, et là aussi, les paramètres sont plus cognitifs que linguistiques, puisque les expériences au sujet des couleurs focales tendent à montrer que quelles que soient les langues considérées, quels que soient les mots utilisés pour catégoriser les couleurs dans les langues, lorsque on demande au sujet de dire quel est le meilleur, quel est l'échantillon de couleurs qui représente le meilleur exemplaire de telle ou telle couleur, on retombe toujours sur le même genre de considération. Un exemple qui est un peu une expérience de pensée qui a souvent été utilisée dans ce sens-là, c'est l'exemple du glue, c'est-à-dire un mélange de green et de blue, de bleu et de vert. Donc on imagine une couleur qui serait, enfin un nom de couleur qui ne ferait pas la discrimination entre le bleu et le vert. Donc glue, tout ce qui est tout le continuum entre le bleu et le vert. Si on demande, si une couleur comme ça existe et qu'on demande à des sujets quelle est la couleur focale, ils ne vont pas dire un truc du type, par exemple, du turquoise. Bleu, vert, ça peut donner une couleur un peu comme le turquoise. Non, la couleur focale qui va apparaître, c'est pour certaines personnes le vert focal, pour d'autres le bleu focal. Vous voyez ? Donc les couleurs focales, enfin les recherches contemporaines sur les... Je ne suis pas au fait des recherches contemporaines sur les couleurs focales, mais elles ont joué un rôle important dans la psychologie cognitive et sur la question de la catégorisation. Ce qui est important pour nous, c'est qu'à partir de cette idée que certaines couleurs, certains échantillons, certaines nuances de couleurs sont des représentants typiques de la couleur considérée. Prenons le vert. Vous montrez à des gens des verts de toutes sortes, plus ou moins saturés, plus ou moins clairs, foncés, etc.
il semble qu'il y ait la possibilité d'observer que les sujets vont toujours donner la même teinte de vert comme étant le vert le plus typique, le plus caractéristique. Ça veut donc dire que dans la catégorie vert, il y a certains membres de la catégorie, certains types de vert, qui sont plus représentatifs de la catégorie que d'autres. Et c'est cela qui va donner lieu à la notion de prototype chez Eleanor Roche. Donc, ce qu'un sujet perçoit dépend aussi bien, mais ça, on le savait, de son appareillage cognitif que des propriétés du monde externe. Les catégorisations linguistiques de la couleur reflètent des propriétés générales de notre système cognitif. Mais, et ça on l'a vu avec l'étude sur le bleu et sur la discrimination entre les deux types de bleu en russe, si on a deux termes pour le bleu, on discrimine plus facilement ces deux termes que si on est un sujet pour lequel ces deux termes n'existent pas. Donc il y a bien un impact des dénominations de couleurs sur notre perception. C'est-à-dire que les locuteurs du russe voient plus facilement et plus clairement deux bleus comme deux couleurs que des locuteurs d'une langue où cette distinction entre les deux bleus n'existe pas. Donc, mais tout cela c'est précisément en raison de la mémoire linguistique que nous avons des noms des couleurs, donc en raison de la mémorisation de la catégorisation linguistique, que cette perception se fait mieux. Dès que, comme le montrait l'étude que j'avais citée, dès que on neutralise les capacités, la mémoire linguistique en utilisant le sujet à une tâche linguistique qui le détourne de la tâche de discrimination de couleur, cet effet disparaît, ce qui montre donc que ce sont bien des capacités linguistiques qui sont en jeu, et ce qui montre aussi que la différence entre le fait de disposer deux termes pour distinguer deux types de bleu aide à discriminer plus facilement deux couleurs là où d'autres personnes n'en voient qu'une, mais ça n'empêche pas de voir les deux couleurs. C'est pas parce que vous n'avez pas deux termes pour distinguer les deux bleus que vous ne percevez pas deux bleus différents. C'était Goluboy et Sini. Les deux bleus, un bleu plus foncé et un bleu plus clair. Ces deux bleus, vous les percevez, même si vous n'avez pas les deux mots. Mais votre perception a moins d'acuité, moins de rapidité, etc., que dans le cas des locuteurs russes. Donc il y a bien un impact sur la perception, mais qui n'est pas un impact, si vous voulez, définitif. C'est pour cette raison qu'on parle d'un impact online. Bon alors, il y a beaucoup d'autres choses, il y aurait beaucoup d'autres choses à prendre en considération sur la question des couleurs. Le rôle des habitudes culturelles relativement aux couleurs, l'impact du symbolisme des couleurs. Les couleurs symbolisent toutes sortes de choses selon les cultures, et donc créent des associations, et donc jouent sans doute un rôle par rapport à la question de la perception et de la catégorisation des couleurs. Et puis, le problème principal qui est souligné par un certain nombre d'auteurs, c'est que ces études pêchent par le fait qu'elle présuppose un certain concept de couleur. Jusqu'à présent, on a parlé de couleur comme si c'était évident qu'une couleur était une propriété du monde externe, c'est-à-dire un attribut isolable des objets, c'est-à-dire vous avez un objet, il a une certaine couleur qui est, quel que soit l'objet considéré, il a une certaine couleur, enfin à supposer que ce soit quand même un objet matériel, mettons, il a une certaine couleur qui est en quelque sorte abstraitement détachable de lui. Mais il existe des cultures dans lesquelles les couleurs sont associées à des textures, à des usages, à des types d'objets, et dans lesquels donc les couleurs ne peuvent pas être abstraites comme ça, comme un concept de couleur qui serait un concept général valant pour toute l'espèce humaine. Donc c'est là où on doit limiter un peu l'impact du point de vue
disons, référentialiste de cette approche cognitive des couleurs, c'est qu'elle présuppose quand même un concept de couleur qui n'a sans doute pas une universalité culturelle. Hein. Nous, disons, quelle que soit la diversité des personnes ici présentes, nous percevons, je pense, assez facilement et d'une manière assez évidente qu'une couleur peut être considérée comme un attribut d'un objet indépendant. Un objet peut changer de couleur, voilà. Mais il faut s'imaginer que ça n'est pas quelque chose d'universel. On peut très bien voir la couleur comme indissociable d'autres aspects, et donc du coup, on est dans ce cas-là dans un autre concept de couleur. Dans un concept de couleur qui serait indissociable de la texture, par exemple. Oui, donc du coup, à ce moment-là, c'est plus la couleur au sens abstrait où on l'entend. Donc ça c'est une des limites de ce type d'étude. Alors, maintenant, je vais revenir à Lakoff, qui est donc, à partir de ce livre, What Categories Reveal About the Mind, qui est donc l'un des auteurs phares outre Roche, mais les deux auteurs sont en relation, bien sûr, puisque Lakoff s'est inspiré, a travaillé avec Eleanor Roche. Alors, je vous donne deux extraits du premier chapitre, qui insiste sur l'importance de la notion de catégorisation. Donc là, on quitte le cas particulier de la catégorisation des couleurs, qui visait, encore une fois, à la fois à illustrer concrètement la notion de catégorisation et à vous montrer l'importance historique de la catégorisation des couleurs en psychologie, en linguistique cognitive. Là, on revient à la catégorisation en général, pas seulement des couleurs, mais en général. Alors voici ce que dit Lakoff. Je vais commenter, traduire un peu ce texte. Alors, un certain nombre de lecteurs, je suppose, en voyant le titre de ce livre, vont penser que les femmes, le feu et les choses dangereuses ont quelque chose en commun. C'est-à-dire que les femmes sont fiery, c'est-à-dire enflammées, ou je ne sais pas, et dangereuses. Beaucoup de féministes ont aimé ce titre pour cette raison, et d'autres l'ont détesté pour les mêmes raisons. Mais la chaîne d'afférence de la conjonction à la catégorisation est la norme, c'est-à-dire quand on aligne, quand on présente d'une manière coordonnée cet ensemble de choses, on fabrique une catégorie. L'inférence est fondée sur l'idée commune de ce que ça signifie que d'être dans la même catégorie. Les choses sont catégorisées ensemble sur la base de ce qu'ils ont en commun. L'idée que les catégories sont définies par des propriétés communes n'est pas seulement notre théorie ordinaire de ce qu'est une catégorie, c'est aussi la théorie principale au plan technique, qui donc est avec nous depuis des centaines d'années, depuis 200 ans. Bien, donc l'idée là, c'est de partir de cet exemple pour dire les femmes, le feu et les choses dangereuses, si je dis que ça forme une catégorie, je suppose qu'elles ont des attributs en commun. Et cette façon de percevoir les catégories, à partir d'attributs en commun, des choses elles-mêmes, c'est-à-dire des femmes, du feu, des choses dangereuses. Ces attributs, ce fait de considérer que ces trois types de choses appartiennent à une même catégorie est fondé sur l'idée qu'elles auraient des traits en commun, des caractéristiques en commun. Eh bien, cette façon de concevoir la catégorie est présentée ici comme relevant de la folk theory, c'est-à-dire de la théorie populaire, on dirait, ou alors de la théorie spontanée, je dirais plutôt. Le domaine des théories spontanées est un domaine assez bien cartographié depuis un certain nombre d'années. Il y a une physique spontanée, il y a une biologie spontanée, il y a une linguistique spontanée,
et il y a une théorie spontanée des catégorisations. Ça veut dire que tout être humain a une certaine théorie de la physique de base, quoi. Il pense que s'il lâche un truc, ça va tomber par terre. Donc il a une intuition de la gravitation, une théorie élémentaire de la gravitation, et c'est à cause justement de cette théorie ordinaire qu'il possède spontanément qu'il a tant de mal à comprendre, par exemple, la théorie de la relativité, etc. etc. Bon. Donc, il y a une théorie ordinaire de la catégorisation, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas spécialiste, n'importe qui, on a une idée de pourquoi des choses sont dans la même catégorie. C'est une idée spontanée, non savante, si vous voulez, profane, non savante. Mais, ce que dit Laïkov en plus, c'est que non seulement il s'agit d'une conception correspondant à la théorie spontanée que peuvent avoir les êtres humains sur la catégorisation, mais c'est aussi la théorie générale de la catégorisation depuis 200 ans. Il vise bien sûr Aristote, la catégorisation au sens aristotélicien. Donc, je continue. Le point de vue classique selon lequel les catégories sont fondées sur des propriétés partagées n'est pas entièrement faux. Nous catégorisons souvent les choses sur cette base, mais ça n'est qu'une petite partie de l'histoire. Ça ne dit qu'une partie de la réalité. Dans les dernières années, il est devenu de plus en plus clair que la catégorisation est beaucoup plus complexe que cela. Une nouvelle théorie de la catégorisation, appelée la théorie du prototype, a émergé. Elle montre que la catégorisation humaine est fondée sur des principes qui vont bien au-delà de ceux qui sont envisagés dans la théorie classique. Un de nos buts est de donner une vision d'ensemble de la complexité avec laquelle les gens catégorisent en réalité. Par exemple, le titre de ce livre était inspiré d'une langue aborigène d'Australie, le Dirbal, qui a une catégorie, Balan, qui inclut les femmes, le feu, les choses dangereuses, mais aussi des oiseaux qui ne sont pas dangereux, et des animaux exceptionnels, comme le bandicoot. Alors, platypus, je ne me souviens plus ce que c'est. Bon, bref, des animaux bizarres. Ce n'est pas seulement un mode de catégorisation par des propriétés communes, comme nous allons le voir lorsque nous discuterons la classification du Dirbal en détail. Donc, le titre de ce livre, très bien choisi, hein, ça, Laïkov est très bon pour ça, parce que c'est frappant, parce qu'on a l'impression que ces choses n'ont aucune raison d'appartenir à la même catégorie. Eh bien, il existe une culture qui a une catégorie portée par un mot, Balan, qui regroupe des choses qui, pour nous, n'ont pas de point commun. Donc, l'idée générale est de dire que ça n'est pas le fait qu'il y ait un point commun à chaque chose qui va être responsable du fait qu'une culture fabrique une catégorie. Attention, je dis bien point commun dans les choses, et pas dans les représentations des choses. Et c'est là que va se faire la différence. C'est que dans une certaine culture, il y a une représentation des femmes, du feu, des animaux dangereux, enfin des choses dangereuses. On voit bien le lien entre feu et choses dangereuses. Et puis il y a probablement une mythologie liée aux femmes qui les associe à cela. Mais le fondement de la catégorisation va pouvoir être considéré comme étant situé au plan de la représentation des choses et pas au plan des propriétés objectives des choses elles-mêmes. C'est pour cette raison, mais je n'y reviens pas parce que j'en ai déjà parlé à un cours précédent, que Laïkov considère que la position qu'il défend avec la plupart des autres linguistes du courant de la linguistique cognitive refuse ce qu'il appelle l'objectivisme, et se mettre du côté de ce qu'ils appellent l'expérientialisme. Je poursuis un petit peu, et là c'est intéressant parce que ça nous montre vraiment l'enjeu théorique de la question de la catégorisation. La catégorisation n'est pas une chose à prendre à la légère.
il n'y a rien de plus élémentaire que la catégorisation pour notre pensée, notre perception, l'action et le langage, la parole. Chaque fois que nous voyons quelque chose comme une sorte de chose, par exemple un arbre, nous sommes en train de catégoriser. Quelles que soient les raisons, chaque fois que nous raisonnons au sujet de sortes de choses, des chaises, des nations, des maladies, des émotions, et enfin, quelles que soient les sortes de choses, donc, enfin, quelles que soient les sortes de choses considérées, nous employons des catégories. Chaque fois que nous faisons intentionnellement une sorte d'action, par exemple quelque chose comme écrire avec un stylo, marteler avec un marteau ou repasser des vêtements, nous utilisons des catégories. Donc, les actions sont aussi envisageables comme étant des catégories d'actions. L'action particulière que nous faisons dans cette occasion est une sorte d'activité motrice, par exemple écrire, marteler ou utiliser un marteau, repasser, c'est-à-dire qu'elle fait partie d'une catégorie particulière d'action motrice. Elles ne sont jamais faites exactement de la même façon. Cependant, en dépit des différences des mouvements particuliers, elles sont toutes des mouvements d'une certaine sorte, et nous savons comment faire des mouvements de cette sorte. Donc, la catégorie repasser, la catégorie utiliser un marteau, etc., ce sont des catégories que vous avez à l'esprit. Si je vous demande, par exemple, de faire le geste de repasser, bon, vous allez faire un geste comme ça. Si vous n'avez pas de trouble particulier, parce que si vous avez une... Non, mais je vais dire... Si vous avez une apraxie, par exemple, une apraxie qui est un trouble de la coordination gestuelle, vous n'arriverez pas à faire le geste. Faire le geste de repasser, les tests qu'on donne souvent dans ce cas-là, c'est faire le salut militaire. Bon, la personne va faire un geste qui n'a rien à voir. Donc, cette coordination gestuelle qui fait qu'on est capable de faire un geste correspondant à une certaine catégorie, et puis, effectivement, taper avec un marteau, je ne sais pas, la plupart d'entre vous vont faire un geste comme ça, pas comme ça, forcément. Enfin, bon. Voilà, donc, mais il y a une possibilité d'une certaine variation dans ce geste. Donc, ce qui est suggéré par cet exemple, c'est que les catégories sont à la fois très claires, très nettes. Le geste de marteler, il y a une classe de mouvement qui va entrer dans cette catégorie. Mais en même temps, il y a une certaine souplesse. Ce geste de marteler, on peut le faire de différentes façons. Donc, et alors je poursuis la lecture de la citation, enfin, ou la traduction. Et chaque fois que nous produisons ou comprenons une occurrence d'une longueur raisonnable, nous employons des dizaines, sinon des centaines, des douzaines, sinon des centaines de catégories. Donc chaque fois qu'on parle, on utilise plein de catégories. Des catégories of speech sounds, c'est-à-dire de phonèmes. Les phonèmes sont des catégories, en fait. Le phonème est une catégorie. Si je dis le phonème R dans une langue donnée, il y a beaucoup de façons de prononcer un R. Pour dire riz, vous pouvez le prononcer avec un R disons, standard, riz. Vous pouvez le prononcer avec un R roulé bourguignon, riz, par exemple, ou avec un R grasseillé, riz. Enfin bref, vous pouvez prononcer le R de toutes sortes de façons différentes, ça reste le phonème R dans une langue donnée.
Donc, un phonème, un simple phonème, c'est déjà une catégorie. Et voyez les difficultés qu'on a quand on apprend une langue étrangère pour percevoir la différence entre les phonèmes. Les Français qui essaient d'apprendre le chinois, dire pour percevoir la différence des tons, par exemple, c'est impossible. Hein. Alors que pour vous, c'est quelque chose, enfin pour les étudiants de chinois qui sont ici, c'est quelque chose qui, j'imagine, est tout à fait naturel. Je ne sais pas si dans l'apprentissage du langage, il y a un moment où on n'arrive pas à discriminer les tons. Hein, je ne sais pas. Enfin bref. Donc, les phonèmes, rien que les phonèmes, sont déjà des catégories. Les mots, bien sûr, sont des catégories. Les phrases, les ensembles de phrases, enfin les syntagmes, les phrases sont aussi des catégories, tout comme les catégories conceptuelles. Donc, cette phrase vise à montrer que on passe son temps à catégoriser dès qu'on met n'importe quoi dans une certaine sorte de chose, mais que, en outre, dans le cas du problème du langage, la catégorisation est omniprésente. Sans la capacité de catégoriser, nous ne pourrions pas fonctionner du tout, que ce soit dans le monde physique et social ou dans la vie intellectuelle. Qu'est-ce que serait quelqu'un qui ne saurait pas catégoriser du tout? Par exemple, pour les catégories du... Oui, c'est impossible. Mais il faudrait s'imaginer que ce serait une personne pour qui chaque objet serait singulier. Chaque objet serait une chose différente, qui n'aurait pas de rapport, a priori. Un robot? Oui. Les ordinateurs, en général, ils ont du mal à catégoriser, sauf si on les implémente bien. Mais ils n'ont pas cette souplesse de catégorisation qu'ont les êtres humains. Pensez simplement à la catégorisation visuelle qui est en jeu dans la lecture de l'écriture manuscrite. Hein? Oui, à quel point, ça ne pose pas de problème, sauf dans un cas d'une écriture particulièrement illisible, à quel point votre système cognitif est capable de mettre dans la même catégorie un T qui soit penché, qui ait une grande barre, une petite barre, qui soit... Enfin bref, des formes très très diverses que vous percevez dans la catégorie du graphème T. Et c'est pour cette raison que les tablettes ou les ordinateurs ont encore beaucoup de mal à reconnaître l'écriture manuscrite. Hein. Ça marche un petit peu, mais pas encore très très bien. Hein. Vous savez que si vous prenez par exemple vous savez, des tablettes reliées à un ordinateur sur lesquelles vous écrivez manuellement et que ça fait comme si vous tapiez dans Word, pour l'instant c'est pas du tout au point, hein, et c'est très difficile à faire. Mais ça n'est pas difficile pour un être humain, parce que nous, êtres humains, nous avons par rapport aux machines, certes l'inconvénient de ne pas calculer aussi vite, mais nous avons l'avantage de pouvoir gérer l'approximation d'une manière tout à fait naturelle. Donc cette notion d'approximation, de frontières floues, etc., elle est fondamentale pour les catégories. Et je termine par la dernière phrase de ce début du premier chapitre. La compréhension de la façon dont nous catégorisons est centrale pour toute compréhension de la pensée, hein, comment nous pensons et comment nous fonctionnons. Et donc, elle est centrale pour comprendre ce qui fait que nous sommes humains. Donc, vous voyez, c'est vraiment donner à la catégorisation une importance tout à fait centrale. Comprendre la catégorisation, c'est vraiment comprendre l'humain. Ça ne veut pas dire, hein, j'ai déjà eu l'occasion de souligner, que les espèces animales non humaines ne sont pas capables de catégoriser. Hein. Bien sûr, les poissons peuvent attraper certaines sortes pour se nourrir, certaines sortes d'animaux ou les mouches, les grenouilles attrapent des mouches, pas n'importe quel truc qui vole. Bon, elles se font quand même un peu avoir puisqu'on arrive à les pêcher, mais elles ont quand même, enfin les espèces animales non humaines ont des capacités de catégorisation, mais qui sont très très limitées par rapport aux nôtres. Alors, un premier exemple
très simple et très connu, très souvent commenté, qui est un exemple qu'on doit à Leboeuf sur la question de savoir ce que c'est qu'une tasse et les limites de la catégorie tasse, notamment par rapport au bol. Hein. Donc vous voyez qu'on part d'une tasse qui est l'élément 1, et ensuite on fait varier selon différentes dimensions. Alors là, on fait varier selon la profondeur. Donc là, ça ne pose pas trop de problèmes. Hein, on a une tasse un peu partout. Là, on a juste fait varier la hauteur de la tasse. Ici, on perd la forme, alors je ne sais pas comment dire, la forme un peu conique de la tasse pour avoir une forme cylindrique. Hein. Alors là, on commence à s'éloigner et à passer quand même au mug. Hein. Ben là aussi, enfin, tout dépend de l'étroitesse de la circonférence de la tasse, mais on glisse vers le mug. Mug qui est une invention relativement récente, hein, en France en tout cas. Et puis, si par hasard on ajoute un pied, bon, je ne sais pas si vous avez déjà vu des tasses comme ça, moi non, mais c'est possible, hein, pourquoi pas. Alors là, on n'aura pas trop de problème à dire qu'il y a une tasse, hein, mais là, on aura plutôt un verre un peu original plutôt qu'une tasse. Hein? Ah, pour les grogs. Ah oui. Ah bah peut-être, oui, des verres pour les grogs. Enfin, donc qui sont du coup à mi-chemin entre le verre et la tasse, puisque le grog en lui-même est une sorte d'intermédiaire entre une boisson et quelque chose qui se boit un peu comme un médicament dans un bol, comme une soupe ou je ne sais quoi. Et puis là, vous avez encore un autre axe de variation où on change la forme carrément avec des tasses tout à fait bizarres, du coup, qui deviennent difficiles à reconnaître comme tasses. Alors on va s'intéresser uniquement à la variation du diamètre de la tasse et à la frontière entre les catégories tasse et bol. Alors vous allez me dire, bon, alors on part de l'idée que voilà, la catégorisation c'est essentiel pour comprendre l'être humain, et il est en train de nous expliquer la différence entre une tasse et un bol, comme si ça avait un enjeu ontologique fondamental. Bon, d'accord, je suis d'accord que l'exemple n'est pas un exemple qui mette en jeu des choses fondamentales pour l'être humain, mais il n'empêche que c'est un exemple assez simple de problème de catégorisation. À quel moment d'élargissement d'une tasse, une tasse devient-elle un bol? Bon. Alors des études très sérieuses ont été faites sur le sujet, qui tendent à montrer la chose suivante. Ça, c'est donc une courbe qui indique le pourcentage de gens qui vont dire que c'est une tasse ou c'est un bol. Alors, quand on a affaire à la tasse numéro 1, qui est la plus petite, personne ne dit que c'est un bol et 100% des gens disent que c'est une tasse. Dans le cas 2, toujours personne ne dit que c'est un bol, mais il y a déjà un peu moins de gens qui disent que c'est une tasse. Alors, je ne sais pas ce qu'ils disent, hein, si c'est pas une tasse, je ne sais pas ce que c'est, peut-être, mais en tout cas, c'est ni tasse ni bol, c'est une sorte de truc intermédiaire. Dans le cas 3, on n'a pas une différence substantielle par rapport au cas numéro 2. Le cas numéro 4, là, le pourcentage de personnes qui disent qu'il s'agit d'une tasse baisse drastiquement, mais c'est toujours pas un bol. Et c'est au-delà que les choses vont se croiser et où la catégorie bol va émerger. Donc, ce qui se dégage en première analyse de ce genre d'études, c'est qu'il y a une déformabilité, mais il y a un seuil à partir duquel le diamètre d'une tasse, il y a un seuil à partir duquel le diamètre d'un objet qui peut être soit une tasse, soit un bol, passe de la catégorie tasse à la catégorie bol. Donc, là encore, vous voyez, on a un phénomène qui est continu, c'est-à-dire on élargit peu à peu le diamètre de la tasse ou du bol, et une catégorisation discontinue, puisqu'on a deux mots, tasse, bol. Bon, on pourrait imaginer, je ne sais pas si parmi les locuteurs d'autres langues ici, il existe par exemple un mot dans certaines langues
pour une catégorie intermédiaire? En fait, la petite tasse, c'est un nom, comme cup en anglais. Cup, oui. Une tasse, on va dire, plus grande, comme ça. Oui. Il y a un autre mot. Par exemple, En anglais? Non, en roumain. En roumain? Oui, il y a deux mots pour distinguer la tasse à café et la tasse plus grande. La tasse à thé, par exemple. Oui. Ouais. Ah oui, deux mots différents. Ouais. Alors, ce sont quoi ces mots? La petite, ça s'appelle chashka, Oui. et la grande, ça s'appelle kana. D'accord. En Donc, allemand aussi. En allemand aussi? Alors, un mot, le mot pour tasse à café? C'est tasse. Tasse. Et pour un peu plus grand, c'est becher. Ah oui. Et est-ce que ça rejoint la catégorie mug, becher, ou À peu près, oui. à peu près? C'est pas tellement l'opposition tasse à café, tasse à thé? Si, ça rejoint, vous diriez que ça rejoint? Pas sûr. En chinois, comment ça se passe? Est-ce que vous avez des... Ah, il y a un seul mot pour tasse et bol. Non, non. Non? Les tasses, c'est pour tasser, tasses. Ah oui, à café, tout ça. Et même les tasses pour prendre du vin, pour le vin. Les tasses pour le vin? Le verre. Ah, les verres. Oui. Ah, on utilise... Ah, voilà. Alors, ça, c'est un exemple intéressant parce que là, du coup, la catégorisation est plus large. On inclut des verres à l'intérieur. Oui, oui. Oui, tout ce qui est pour boire. Mais bol, ça va être pour quoi? Pour manger. Bon. Et c'est très intéressant parce que c'est justement ce qu'on va voir avec l'étude suivante. Quand on pose la question au sujet en donnant comme information uniquement le diamètre et en demandant qu'est-ce qui est une tasse, qu'est-ce qui est un bol. Bon, encore une fois, on pourrait très bien. C'est vrai qu'en français, on peut dire tasse à thé, tasse à café, et on peut considérer que c'est une sous-catégorisation. Hein. Ce sont des unités polylexicales, voilà. En arabe aussi. On différencie la petite tasse de la tasse à thé, par exemple. Oui, mais avec des mots différents ou avec des unités poly. Ouais. Par contre, on ne fait pas la différence entre une tasse et un verre, par exemple, pour boire de l'eau. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah, un sujet de mémoire intéressant. Oui. Pardon, j'ai pas compris. Pour la distinction entre tasse et bol? Ah, c'est la présence d'une anse. Oui, d'accord. Oui, mais alors ça, si vous avez quelque chose de grand qui ressemble à un bol, mais qui a une anse. D'accord. Bon, vous vous en sortez bien. Alors, voici donc une autre expérience qui tient compte du contexte. On pose en même temps la question de dire à quoi sert l'objet, donc il y a un rôle fonctionnel, et on prend en considération le fait qu'il peut y avoir de la nourriture dedans. À partir de ce moment-là, où on a l'idée qu'il y a des objets qui servent à mettre de la nourriture et d'autres pas, voyez que la distinction entre... Alors ça reproduit, hein, vous voyez, les lignes en trait plein reproduisent le cas précédent, sans contexte donc, et avec le contexte de la nourriture, en trait pointillé ici, la bifurcation entre tasse et bol arrive beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on place les sujets dans un contexte où il s'agit non pas où il s'agit de nourriture, eh bien, on perçoit le bol, puisqu'il est associé à la nourriture, beaucoup plus tôt, à partir du numérique, beaucoup plus tôt que la tasse. Bon, donc, ces exemples montrent que, d'une part, les catégories ont des frontières floues, elles dépendent d'une langue à l'autre. Et c'est vrai que
les tasses, en tout cas, moi je ne suis jamais allé en Chine, mais dans les restaurants chinois, les tasses sont toujours des tasses qui n'ont pas d'anse. Hein. Ce sont des tasses sans anse. Très souvent. Ce sont donc des minuscules bols. Mais vous dites quoi? Tasse ou bol? C'est la tasse parce que ça réserve le poisson froid. Oui, mais pour le thé. Je vous assure que dans les restaurants chinois du quartier japonais, non, pardon, ce sont des restaurants japonais. Excusez-moi. Donc c'est peut-être un peu différent. Oui. Non, mais pardon pour la confusion. Parce que je repense tout d'un coup que l'exemple que j'ai en tête correspond non pas, parce que je fréquente les deux types de restaurants, mais l'exemple que j'ai en tête correspond non pas au restaurant chinois, mais au restaurant japonais. Donc effectivement, ça doit être une différence. Il y a des étudiantes japonaises? Non. Bon. Ok, passons. Donc, ce que montre cet exemple, c'est que les catégories varient pour des choses aussi simples que les tasses, les verres, les bols, bref, les contenants de la nourriture et des liquides. Hein. Il y a de grandes variations d'une langue à l'autre, et à l'intérieur d'une langue, les frontières de la catégorie sont toujours incertaines. Hein. Par ailleurs, donc, ce que cette dernière expérience montre, c'est qu'il y a une sensibilité au contexte des catégories. Oui ? Alors là, franchement, je ne sais pas. Oui, alors je pense que je ne sais pas si l'étude a été faite en montrant les objets dans un ordre croissant ou décroissant de taille, ou si ça a été montré au hasard. Hein. Je pense que ça a été fait au hasard, mais je n'ai pas vérifié. Il faudrait que je vérifie. Alors, les catégories, c'est une chose, là, sans doute, que vous connaissez, s'organisent selon des hiérarchies qui sont des hiérarchies d'inclusion. Hein. Alors, si on considère les catégories référentielles, c'est-à-dire ce qu'on appelle un animal, à l'intérieur de la grande catégorie des animaux, vous avez par exemple les mammifères, les oiseaux. À l'intérieur des mammifères, vous avez les carnivores. Alors là, c'est l'animal non humain, hein, parce qu'on pourrait avoir une catégorie plus large avec animal humain, animal non humain, bref. Vous avez, oui, parce que l'homme n'apparaît pas, donc je crois que ça concerne uniquement les animaux non humains. Donc des catégories mammifères, carnivores, et puis à l'intérieur de carnivores, guépards, tigres, lions, etc. etc. Donc les catégories s'organisent aussi selon une hiérarchie qui est, de prime abord, une hiérarchie d'inclusion. C'est-à-dire que les catégories les plus larges incluent les catégories les plus étroites. Hein. À l'intérieur de la catégorie animale, il y a les mammifères, les oiseaux, etc. On pourrait l'exprimer en termes ensemblistes. Il y a des ensembles et des sous-ensembles. Et des sous-ensembles à l'intérieur des sous-ensembles, etc. Bon. En termes linguistiques, pour dire la même chose, on parle d'hyperonyme et d'hyponyme. Donc, animal est un hyperonyme par rapport à mammifère, et mammifère est un hyponyme par rapport à animal. Mammifère est un hyperonyme par rapport à carnivore, carnivore est un hyponyme par rapport à mammifère, etc. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des catégories ou l'organisation verticale des catégories. Alors ça s'applique à toutes sortes de choses. Hein. Par exemple, ici, je vous donne le cas, un cas qui correspond au vocabulaire juridique. Dans le droit, vous avez la personne, qui est une catégorie qui est la catégorie la plus vaste, inclusive, la personne physique et la personne morale. Dans le cas de la personne morale, vous avez la personne morale de droit privé, la personne morale de droit public. Parmi les cas, les sous-catégories de la personne morale de droit privé, vous avez la société ou l'association.
Et parmi les personnes morales de droit public, vous avez l'État, la collectivité territoriale ou l'établissement public. Et puis dans l'établissement public, vous avez par exemple le collège, le lycée, l'université ou l'école. Bon, donc vous voyez que l'organisation en catégories concerne vraiment à peu près tout ce qu'on peut imaginer et construire dans les sociétés humaines. Et vous constatez aussi qu'une bonne part de ce que vous apprenez lorsque vous apprenez une discipline, c'est que vous apprenez à manier les catégories qui sont en usage dans la discipline. Faire du droit, c'est notamment apprendre à savoir ce qu'est la catégorie de personne morale de droit public, de personne morale de droit privé, et quelles sont les propriétés associées à ces différentes catégories ou sous-catégories. Alors, je vois que l'heure se termine. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Oui? Vous avez dit que ça permet de faire la distinction des éléments. Pardon, j'ai pas compris. Lorsqu'on parlait des couleurs. Oui, les couleurs. Oui. Ce que j'ai compris par la distinction linguistique, compétence linguistique permet de faire la distinction Oui. des éléments. Oui. Est-ce que ça veut dire que là où la Russie ne fait pas Les Russes. Les Russes ne fait pas beaucoup de différence entre le bleu. C'est le contraire. Hein. Les Russes, on les a pris comme exemple. Le russe, on l'a pris comme exemple de langue parce qu'il y a deux mots différents pour le bleu clair et le bleu foncé. Goluboy, Sini. Il n'y a rien contre. C'est déjà pas mal d'avoir deux mots différents que pour le bleu. Si on regarde sur l'ordinateur, quand on veut choisir Oui. une couleur, Oui. vous allez voir. Ah oui. Ça Il y a toute une gamme. Oui. Oui. Donc, il y a certains noms qui vont dire bleu clair, bleu marine, bleu. Oui, on peut les nommer. Oui. Donc, est-ce que si la langue fait, au lieu d'avoir 4 ou 5 bleus, la langue a 2 sommes? C'est de ça que vous parlez. Oui, alors en fait, ce que vous dites m'amène à préciser peut-être une chose. Il est clair que même si, par exemple, en français, nous n'avons pas deux mots qui sont des termes de base, hein, rappelez-vous, dans l'analyse de Berlin et Kay, il y a cette notion de termes de base, c'est-à-dire qu'il y a des termes généraux qui sont souvent utilisés, comme bleu, vert, rouge, etc., qui sont des termes de base. À côté de ça, turquoise, bleu marine, etc., sont des cas différents parce que ils sont soit moins courants, soit bleu marine, c'est une sous-catégorie de bleu, etc. Donc, si on prend les termes de base, en français, en anglais, etc., par rapport au russe, on n'a qu'un seul mot pour bleu. Un mot au sens d'un terme de base. Mais vous avez raison, on a turquoise, mais ce n'est pas un terme de base. Maintenant, on peut utiliser des adjectifs pour décrire le nuancier. On peut aussi utiliser des termes plus précis, comme turquoise, etc. Et d'ailleurs, quelqu'un qui va pratiquer les arts plastiques, la peinture, un peintre par exemple, va peut-être avoir en tête des sortes de bleu, des sortes de rouge, même s'il n'y a pas forcément un mot dans la langue, il va éduquer sa perception et va voir 15 bleus différents là où moi je n'en vois qu'un, par exemple. Il va percevoir immédiatement des bleus qui vont le blesser, d'autres qui vont l'apaiser, enfin bon, bref, voilà. Donc ça veut dire que, d'une part, les termes de base qu'on a dans la langue influent quand même notre perception, comme on l'a vu avec l'exemple du russe, hein, c'est-à-dire que ceux qui ont ces deux mots pour dire les deux nuances de bleu détectent les deux nuances plus rapidement, plus facilement, etc. Bon. Donc ça aide un peu la perception. Mais si on ne les a pas, on peut quand même éduquer sa perception par la relation avec l'environnement et par le mode de vie qu'on a, etc., etc. Voilà, merci pour votre question.
Bon, très bien. Alors, merci de votre attention et à la semaine prochaine.